Bonjour, je suis content de pouvoir vous parler des ambulants, un sujet peut-être méconnu, ces grands peintres russes de la fin du 19e siècle. Je suis content de vous en parler et je déplore de ne pas vous voir parce que c'est beaucoup plus sympathique et convivial de faire les choses en présentiel, comme ils disent aujourd'hui. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt dans une salle. Alors, les ambulants, c'est un mouvement qui se situe à la fin du 19e siècle, dans une époque où l'histoire de la Russie connaît une mutation accélérée, qui aboutira plus tard à la Révolution. Rappelle que Alexandre II réalise enfin une réforme du servage, qui est une abolition, mais partielle, puisqu'elle concerne un tiers à peu près des 90 millions de serfs, et qu'elle ne donne pas à ses esclaves libérés assez de moyens sur une petite parcelle pour survivre, et ils doivent louer leurs bras de toute façon à leurs propriétaires, à leurs anciens propriétaires, ou émigrer. Donc ça n'est pas tout à fait satisfaisant, mais c'est un début. À ce moment-là, on voit toute une série d'intellectuels qui littéralement poussent à la révolte, préoccupations sociales déjà présentes chez les écrivains comme Tolstoï ou Dostoïevski, qui sont très connus et très lus dans la classe moyenne, et des théoriciens plus politiques comme Alexandre Herzen, qui théorise le populisme social, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, en vue d'une révolte, et Bakounine, qui préconise l'anarchie, Nekrasov ayant écrit des livres, des textes pour, disons, confirmer ses intentions et évoquer la misère ouvrière. Tchernychevski va jusqu'à demander le terrorisme, justifier le terrorisme dans son livre, en particulier dans son livre « Que faire ?», titre que reprendra Lénine. Les terroristes, ils apparaissent dans ce tiers du siècle, à partir de 1870, comme les ambulants d'ailleurs en peinture, avec les narodniki, c'est ceux qui marchent vers le peuple, et puis surtout les Narodnaya Volia et d'autres organismes dans les années suivantes, Terre et Liberté, qui pratiquent des attentats et, disons, le terrorisme en acte. Alors que les Narodniki vont plutôt d'abord voir les paysans et essayer de les convaincre, de les endoctriner, de les amener à se soulever, mais souvent ils sont mal perçus comme des jeunes gens venus de la ville, très différents, et c'est l'incompréhension des paysans, disons, le plus souvent. Voilà l'ambiance qui est de plus en plus tendue, et par un attentat qui est très important au centre de la ville de Saint-Pétersbourg, Alexandre II, qui avait initié les réformes, et c'est souvent comme ça, les réformateurs bien sûr sont au milieu du chemin, est assassiné en octobre 1881, ce qui entraînera de la part de son successeur et son fils, Alexandre III, une vague de répression très sévère entre 1882 et 1887. Voilà, fixer la situation. Maintenant, je voudrais préciser, du point de vue artistique, ce qui se passe. Les ambulants, on les appelle peredjivniki parce que ça veut dire ceux qui se déplacent. Et effectivement, c'est une société qui va être fondée en 71. Le 29 novembre, elle est acceptée, les statuts sont acceptés. Il y a une exposition, la première. Les statuts étaient acceptés déjà depuis plusieurs mois. Société des expositions artistiques ambulantes. Il n'y a que 15 membres et la société retient 5% des ventes des expositions qui se déroulent à Saint-Pétersbourg, à Moscou et bientôt dans d'autres villes. Voilà pourquoi on les appelle ambulantes, ces expositions. Alors, il y a un certain Ivan Kramskoy qui avait fondé, c'est la première chose un peu anti-académique, la tradition, disons, artistique, picturale surtout, de la Russie, avait très peu bougé, enfin c'était très peu modifié depuis le Moyen-Âge, avec les icônes, avec une conception, disons, byzantine de l'image, et par la suite, un académisme figé dans la peinture d'histoire et le portrait. Et qui d'ailleurs au XVIIIe siècle. Donc Kramskoy se détourne de cette tradition vraiment très scolaire et fonde un groupe sur le modèle français de l'école de Barbizon, par exemple, pour aller dans la campagne, peindre en plein air, les jeudis,
et ça s'appelle Nartel. Nartel, ça veut dire un groupe, une petite corporation, si vous voulez. Ils sont 14. Et on va les retrouver pratiquement tous dans l'exposition des ambulants quelques années plus tard, autour de Kramskoï. La première expo concerne 16 peintres, bon, il y a 47 œuvres, 11 500 visiteurs, ça paraît peu, mais c'est vraiment au début, c'est une classe moyenne d'acheteurs éventuels. Il ne faut pas attendre de cette peinture un caractère révolutionnaire et insurrectionnel dans ce moment-là. Le marché de l'art ne concerne pas, bien sûr, les classes les plus populaires ou les plus misérables. En 1890, le tsar visite la 13e exposition, ce qui confirme bien qu'il ne s'agit pas de révolutionnaires puisque le pouvoir les cautionne, tout en conservant l'académie, les académies, où d'ailleurs ces ambulants seront professeurs dans les années 90, parce qu'ils finissent par se ranger et l'académisme finit aussi par s'ouvrir à des tendances et à des courants nouveaux. Mais à ce moment-là, dans les années 90, apparaissent justement de nouveaux contestataires et c'est bien normal, c'est un phénomène de génération. En 92, c'est le monde de l'art qui s'inscrit dans le symbolisme européen. En 1900, des mouvements variés très audacieux qui montrent que les peintres russes ou les sculpteurs sont à l'avant-garde européenne et qui sont tout à fait, disons, en relation avec le cubisme, le futurisme dit de France ou d'Italie. Et cette avant-garde russe aura elle-même des suites. Enfin, l'art abstrait a commencé avec Kandinsky et puis Malevich. En 1910, je vous montrerai le portrait d'Ivan Morozov par Serov. Parce que Morozov, le collectionneur qui achète des Matisse et des Picasso en France pour ses commanditaires, eh bien, il est très lié aussi au peintre ambulant, devenu vieux, c'est la fin des expositions. Et je vous en parle parce que cet hiver, il était prévu, elle aura lieu, mais je ne sais pas à partir de quand elle sera ouverte, à la Fondation Vuitton, une exposition sur les collections d'Ivan Morozov. Donc c'est à la fin des ambulants et il y aura des tableaux, quelques tableaux des ambulants russes à côté des très beaux tableaux français ou occidentaux que Morozov avait achetés pour ses commanditaires. Donc il y a ici les dernières expos des ambulants en 1923, mais à ce moment-là, les ambulants ne comptent plus. Ils se répètent, ils sont devenus conformistes. Et l'association des peintres de la Russie révolutionnaire, on est là quelques années après la Révolution, est une association, disons déjà, pour un réalisme socialiste qui va être codifié quelques années plus tard et qui trouve ses sources souvent dans la thématique que les ambulants avaient développée 40 ans plus tôt. Voilà, pour situer les choses. Et maintenant, on va passer au concret des images. D'abord, en évoquant le témoignage social. Et je distinguerai quelques artistes d'avant qui n'ont pas participé au mouvement des ambulants et quelques artistes du début et de la suite sur ce thème. Maximov, Perov, Riepine et Yarochenko font partie du groupe des ambulants. Mais d'abord, Fedotov, en 1848, qui présente la demande en mariage. C'est un tableau intéressant parce qu'il est très nouveau pour la Russie. Il s'apparente à Hogarth, par exemple, la critique ironique de la société qu'on trouve ailleurs. Par exemple, dans la littérature, Dickens, Zola, Tourgueniev en Russie, c'est la critique fine, nuancée, ironique et encore pas dramatique d'un mariage arrangé. Un mariage arrangé avec celui-ci, cet officier qui attend, sûr de lui, et cette jeune femme qui se met ses atours, qui se pomponne dans la préparation de cette cérémonie probablement inégale et, disons, critiquable. Dans une ambiance domestique avec un petit chat, un réalisme du quotidien qui est assez nouveau dans le milieu du 19e siècle en Russie. Alors bon, ça se comprend tout à fait, destin malheureux éventuellement, mariage arrangé, critique sociale légère et teintée d'humour. Avec le mariage inégal, 15 ans plus tard, de Poukirev, il y a mieux. Une psychologie se manifeste à travers les personnages, puisque l'auteur même s'est représenté ici, c'est un ancien ami, un ancien amant sans doute de la jeune femme, totalement désolé, très pâle, qui accepte le mariage avec ce vieux beau, avec ce vieux monsieur auquel on l'a vendu. Et l'éclairage adoucit le premier plan, contraste avec l'arrière-plan,
personnage secondaire manifeste, disons, le pathétique de la chose, enfin le pathétique ou plutôt même la critique de cet événement. D'une manière générale, donc, on assiste là aussi à une représentation moderne, nuancée, qui peut se comparer à une photographie avec un éclairage qui permet de saisir la pureté de la jeune fille et les mauvaises intentions à travers le visage du vieux monsieur. Disons que la critique s'exacerbe. Maximov, c'est le premier de nos ambulants, il est d'emblée tout de suite dans l'association. Et en 75, 5 ans après le début de l'association, il montre également une noce, mais c'est une noce à la campagne, dans l'Est, dans le Nord-Est, c'est-à-dire peut-être du côté de la Sibérie, enfin en allant vers la Sibérie en tout cas, qui met en évidence le côté familial, le côté choral. On parlera de peinture chorale pour beaucoup des tableaux des ambulants. Et il nous montre donc le sorcier dans la noce paysanne, le chaman, comme on dit là-bas, dans la noce paysanne, qui vient compléter éventuellement un sacrement chrétien. Bon, ça n'est pas incompatible pour les paysans de cette région. Il est là, il arrive, toute la famille est réunie, les couvertures et les tentures représentent la dot, et on a les deux heureux fiancés qui sont consentants. On voit leur jeunesse, leur attitude, leur visage dans cet ensemble subtilement mis en évidence par le relief, disons, de la lumière au centre, que la lumière au centre permet par rapport à l'extérieur des personnages qui se disposent dans une obscurité, disons, plutôt intime. Voilà, au cœur de l'image, l'attitude de ces deux jeunes gens qui se sont désirés, qui vont se marier au milieu d'une société familiale et, disons, domestique, enfin, tout à fait, disons, dans l'optique très positive. Alors, Solomatkin, qui ne fait pas partie des ambulants, mais qui est contemporain, trouve des accents critiques beaucoup plus forts qu'on pouvait comparer tout à l'heure avec Tourguenieff et Dickens. Ici, c'est plutôt Zola, ou même dans la peinture davantage, oui, Hogarth, et la critique directe à travers les grimaces de ces personnages. On peut dire qu'il y a même un côté goyesque dans la manière très sarcastique avec laquelle les figures sont représentées dans cette noce. Dans cette noce, bon, c'est un sujet assez fréquent, justement, parce qu'on commande souvent les tableaux. Et voilà, Solomatkin introduit également quelque chose de très personnel. On le retrouve avec ce Devant la taverne, où il apparaît quand même qu'il folklorise un peu les choses. Je veux dire que, bien sûr, les misérables attendent l'ouverture de la taverne le matin, la nuit a été rude, et on voit donc, on devine leur froid, leur grimace, leur attitude. Les pauvres sont devant la taverne, mais ça reste encore relativement supportable, pittoresque, anecdotique, tandis que un peu plus tard, dans Asile de nuit, Makowski, qui fait partie des ambulants, nous montre les choses, si j'ose dire, à froid, c'est-à-dire dans leur rigueur. Dans leur rigueur, sans compensation, sans aucun sourire, sans aucune, disons, intention de poétiser ou de dramatiser. C'est dans l'objectivité. Et cette représentation donc, de Makowski nous permet de saisir la queue des gens qui demandent un asile sur la perspective Nevsky à Saint-Pétersbourg. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et ceux qui ont déjà peut-être reçu quelque chose à manger ou qui n'ont pas le courage d'attendre se réfugient sur les trottoirs au cours de cet hiver ou de cet automne particulièrement dur. Le constat social l'emporte. Vassili Schwartz se spécialise dans la vie des grands, représentés dans leur quotidienneté, c'est-à-dire finalement avec leurs soucis et leur banalité, même quand il s'agit de la tsarine qui va à la messe. Actualiser la vie des grands sans héroïsme, avec un souci vériste ou psychologique, ici c'est plutôt la vérité, enfin le chemin, les isbas, une église, et il va continuer en représentant en particulier ici la vie des boyards. On a même pensé que c'était peut-être le tsar, la vie des boyards, c'est-à-dire des notables, qui jouent aux échecs dans un confort relatif, et il introduit lui aussi le chat que nous avons vu tout à l'heure dans le premier tableau, c'est-à-dire comme dans les natures intimes
de la Hollande du XVIIe siècle pour donner ce côté, disons, de rapprochement à la fois domestique et pittoresque, que finalement les boyards sont comme les autres dans leur intimité. Vanetsov, par contre, va beaucoup plus loin dans la mesure où il représente à la hollandaise une partie de cartes chez des petits notables, je veux dire des gens de la classe moyenne, dont on devine à la fois, disons, le statut, un appartement avec des tableaux, et en même temps, bon, la relative humilité, modestie. On le voit à leur attitude, à leur habillement, enfin à la situation. Ici, ce n'est qu'une bougie. Et c'est très intéressant de saisir donc les loisirs d'une classe moyenne qui est à la fois, dans ce cas, le sujet et par ailleurs le commanditaire des tableaux. C'est Perov qui est le plus intéressant de ces peintres des années 70. Vassili Perov, qui a vécu en France, beaucoup de ces artistes qu'on appelle en gros les ambulants, qui ont exposé dans les nombreuses expositions des ambulants, ont fait des séjours à Paris avec des associations, des bourses ou des mécènes, le plus souvent des associations qui leur payaient un an de bourse, des associations installées en Russie et des fois en France. Il y a l'association aussi des peintres russes à Paris, qui une sorte de solidarité qui joue. Et Perov a pu se débrouiller. Des fois, ils augmentent bien sûr la durée de leur séjour par rapport à leur bourse. Il a été en France, lui, un an, et il en a profité. C'est une bonne année, c'est une année où le réalisme se développe. Il a connu, il a vu des tableaux de Daumier, par exemple de Millet ou de Rousseau, et il en tient compte dans sa peinture qui est à la fois réaliste, ironique et, disons, très significative, enfin qui exprime bien le quotidien, la vie des humbles au quotidien, dans leurs loisirs ou dans les fêtes ou dans, disons, des moments particulièrement précis et banals. Il a vu Daumier, il a vu Rousseau, il a vu peut-être même Manet déjà. Et ici, il nous montre les chasseurs. Bon, les chasseurs, c'est truculent parce qu'ils ont des attitudes extrêmement précises dont il a soigné la grimace, la gestuelle. Et on voit donc qu'il s'arrête après avoir chassé. On voit aussi la nature morte, c'est intéressant, cette précision située dans un paysage local. L'importance du paysage va être développée, beaucoup développée dans cette période sur le modèle de ce qui se fait en France. La procession pascale introduit un degré supérieur de critique, au-delà de l'ironie, de critique sociale très vive. Ce n'est pas la critique du pouvoir, on ne pouvait pas s'y risquer, mais c'est la critique de l'Église. Le peuple, il est complètement saoul. Il a beaucoup trop bu pour, disons, il va manquer la marche, peut-être on lui dit de faire attention. Un de ses fidèles est déjà couché sous l'escalier, et les autres qui partent pour la procession pascale ne valent guère mieux. On ne pense pas qu'ils arrivent tous au bout. La jeune femme qui porte l'icône a l'air de partir même dans le mauvais sens. Donc c'est amusant. C'est donc l'humour et disons, la destination, enfin ce qui se manifeste d'abord dans cette image. Mais c'est au-delà de cet humour et de cette beuverie qu'on imagine, il y a, disons, plus, il y a une sorte de manifestation des paysans pitoyables, d'une situation relativement misérable derrière disons, le rituel religieux détourné. Toujours Perov avec Troïka. Et dans Troïka, ce que Perov nous montre, c'est la dureté, la violence effectuée sur les enfants dans le travail qu'on leur propose. Littéralement, donc, il s'agit de tirer à travers, avec un traîneau, des chariots qu'on prend particulièrement lourds. Ça s'appelle la Troïka. Et il y a effectivement une grande difficulté qui se marque également dans les attitudes de ces enfants. Celle-là et celui-ci n'ont pas plus de 10 ans. Et ils sont confrontés, il y a quelqu'un qui pousse derrière quand même, mais ils sont confrontés à la dureté et à la longueur d'un travail obligatoire. Témoignage social encore avec l'enterrement. L'enterrement, c'est une femme accablée qui conduit le traîneau, un traîneau misérable, petit, avec les deux enfants très pâles et de froid, elle est assise, qui tiennent le cercueil probablement du père. On imagine que c'est le père qui est là-dedans avec la famille tout autour. Et du chemin enneigé, on va vers un ciel gris.
On ne sort pas de cette zone d'hiver et de malheur. Dans une peinture remarquable, où la diagonale à l'envers, une sorte de vision par l'arrière, par disons, le côté le plus négatif, se dirige vers ce ciel où il n'y a pas de pitié. De plus en plus fort, la noyée, repêchée, tandis qu'un officier civil attend peut-être des renforts, afin que la police et les ambulances arrivent. Et elle est là, elle-même. Bon, elle a été repêchée assez vite. On voit qu'elle n'est pas décomposée, mais c'est absolument tragique. Et la composition de l'image est extrêmement rigoureuse, avec cette horizontale qui délimite un premier plan, noir, avec le corps de la noyée en biais, comme on le voit dans certaines peintures de l'époque de la Renaissance ou par la suite. Ce témoin, c'est la partie centrale qui permet le relief, avec un fond indéfini, où l'on voit la rivière et la ville, dans le lointain d'après la mort, comme une vision. Ivanov s'inscrit dans le même courant de peinture sociale, avec en particulier un témoignage sur, disons, les cerfs peut-être qui migrent quand leur libération ne leur permet pas de survivre dans le lieu où ils étaient. Et ces migrations internes à l'échelle de l'immense Russie sont terribles. On peut comparer ça avec ce qui se passe aujourd'hui, et beaucoup meurent en chemin. Et ils sont souvent isolés. Voilà une famille, de nouveau, avec la mère effondrée littéralement. Ici, la petite fille en train de contempler le corps du père auquel on a posé sur une sorte de tapis avec un voile sur la tête, ça suffit pour constituer un linceul, on n'a pas d'autre moyen. Et la charrette, dont on se demande bien ce qu'elle va devenir, qui va la tirer dans un monde totalement vide, totalement, disons, désertique. Restent les traces ici d'une tente qu'on n'a pas pu maintenir, qu'on a enlevée pour partir plus loin. C'est un tableau absolument tragique qui ne laisse aucune perspective d'espoir et qui manifeste, c'est courageux d'avoir fait ce tableau pour l'exposer dans des expositions, disons, concernant essentiellement des gens capables de payer, des gens de la classe moyenne, pour les alerter et les sensibiliser. Savitsky représente la voie ferrée. Savitsky est un artiste donc très porté là aussi sur ce thème social, qui a été tout de suite chez les ambulants. Et la voie ferrée représente, il pourrait d'ailleurs se situer plus tard ou en Chine au XXe siècle. On voit très bien l'esclavage que représente le travail de ces moujiks dans la construction des transsibériens, des grands trains traversants. On a ici une sorte de contremaître gendarme qui les surveille dans leurs différentes phases de travail. Ils creusent et ils envoient les pierres sur au-delà de la colline, et c'est un travail éreintant et quotidien qui effectivement les épuise. Le peintre l'a représenté de façon habile, et là on voit bien comment ces artistes, utilisant en particulier les leçons de l'évolution rapide de la peinture française, montrent les choses de la vie sociale, et à l'horizon soignent les éléments du paysage, soit la rigueur de la colline, soit le flou de l'infini indéterminé de la perspective aérienne. Kassatkin est sur les mêmes thèmes, avec le ramassage du charbon. On autorisait, vous le savez, comme les glaneuses sur les champs de blé, les femmes des mineurs, des travailleurs, à ramasser les déchets, les restes le soir. C'est le soir qui tombe ici aux alentours de cette mine, là où on gratte le charbon, ça pourrait être autre chose, et les femmes et les enfants qui dégagent tout ce qu'elles peuvent des restes. Et leur stature héroïque, debout ici, celle-ci au premier plan en plein travail, celle-là du côté avec sa fille, le travail des enfants souligné, tous ces éléments confirment l'intention de révéler ce qu'il y a de plus, disons, le pire de ce qui se joue dans la société russe, qui par ailleurs évolue très vite avec l'industrialisation et l'embourgeoisement d'une classe moyenne. Le plus célèbre de ces tableaux, qui sera remarqué, qui sera le clou de l'exposition de 73, c'est les Haleurs de la Volga d'un certain Riepine, Ilya Riepine,
qui fait 2,81 m de large, ce qui est une grande dimension très au-dessus des habitudes. On est plutôt sur 1,50 m. Ça correspond à une chanson très connue, une chanson que vous connaissez tous et qui est elle-même en relation avec un travail très dur et très, très fréquent, très commun, le halage des bateaux sur les rivières en période de sécheresse l'été. Ici, c'est sur la Volga que tous ces prolétaires tirent en cordée, tirent le bateau d'un assez grand module, d'un assez grand format. Le leader est un vieil homme qui ressemble à un sage, je vous le montre, un certain Riépine. Pardon, Riépine, c'est le peintre. Un certain, je retrouve le nom, qui ressemble ici pratiquement à un héros, à un philosophe, à un Socrate. Il s'appelle Canine. Il a l'air aussi, on pourrait dire, un philosophe ou un saint, qui donc accompagne ces tirs, plus ou moins. Il est le leader de ce groupe. Il y a un jeune garçon, il y a tous les âges, et des visages burinés, des grimaçants les uns autant que les autres. C'est un tableau, disons, fondateur, qu'on pourrait mettre comme une affiche concernant ce mouvement révélateur de la crise, la difficulté sociale au premier chef. Riépine a vécu à Paris 3 ans, entre 73 et 76. Il était né en 44 et il est mort, vous voyez, très récemment, relativement, quand l'art contemporain avait déjà largement dépassé la fondation du cubisme et par ailleurs le réalisme socialiste. Il était à ce moment-là retraité, mais enfin il a été dans les années 90 recteur de l'Académie, donc il est devenu un notable lui-même en 90, mais il faut dire qu'il avait jusque-là développé une peinture sur tous les thèmes possibles et qu'il se constituait un peu comme le plus connu, le plus important, le plus remarquable de ce mouvement. Ici, c'est une esquisse pour un tableau qui n'a pas été finalement réalisé, représentant à la terrasse des cafés parisiens un couple à la manière de Manet, et ici des jeunes élégantes, donc un travail qui montre, alors peut-être là, s'agit-il aussi d'un bourgeois parisien qui serait aussi son autoportrait, le peintre qui passe et qui saisit. Il a réussi à attraper le meilleur des courants de l'Europe occidentale. Dans ces 3 ans, il est revenu avec, disons, pour assumer pratiquement une sorte de leadership dans le groupe des ambulants et au-delà, dans la Russie de la fin du siècle. Riépine. En 82, à partir de 82 et de l'assassinat fin 81 d'Alexandre II, il y a une répression, je l'ai dit au début. Et voilà que celui-ci revient. On a pris au passage beaucoup de monde, on les a envoyés dans des camps de rétention, ces gens, on les a examinés, certains ont été jugés parfaitement innocents. C'est vrai que les responsables de l'assassinat, je ne sais pas si on est arrivé à trouver le réseau, mais enfin, il y a eu beaucoup d'internés et ça a pu durer quelques années et ça a pu durer pour certains seulement quelques mois. Celui-là est revenu, hâve, fatigué, avec un air, disons, une sorte de maigreur, dans des haillons, dans des vêtements médiocres, des chaussures percées. Il rentre chez lui. On ne l'attendait plus. Il suscite, disons, l'étonnement de sa mère, sans doute, d'une vieille dame, traitée de dos et avec un fauteuil de dos, comme chez Degas. C'est exactement les mises en page initiées par Degas en France dans les années 70. Et puis, cette femme qui est étonnée, ahurie et incertaine, c'est probablement l'épouse qu'on ne nous montre pas directement, peut-être pour confirmer son inquiétude. La servante elle-même a un air inquiet, comme si elle ne reconnaissait pas son maître. C'est un bourgeois qui revient chez lui. Les enfants, par contre, le garçon est enthousiaste parce que lui, il a tout compris. La fille, pas du tout, parce qu'elle est très inquiète. Lui, parce qu'il a tout compris, il revient. Elle, parce qu'elle est très inquiète de le voir dans cet état. C'est une peinture très originale aussi par la forme, j'ai dit le fauteuil, et c'est l'âme du plancher qui vont directement vers le fond, comme dans les compositions de Degas, qui donnent une perspective accentuée par la vision en contre-plongée. Donc voilà un chef-d'œuvre, disons entre guillemets, une peinture magistrale et majeure pour les ambulants dans l'optique d'une certaine représentation sociale et même politique. On ne pouvait guère aller plus loin. Yarochenko, qui est un élève de Kramskoï,
d'une génération plus jeune, sera l'un des plus importants des ambulants dans les années 80 et il représente ici un tableau qui a un rapport direct avec cette répression. C'est la fin de la période répressive. Ces gens-là sont enfermés dans un wagon avec des grilles. Une femme et un enfant, clin d'œil à l'icône ou à l'image de la Vierge et de l'enfant, entourés par là aussi, clin d'œil peut-être Saint-Joseph. En tout cas, on peut imaginer, on peut considérer ce petit carré comme une image qui suscite des réminiscences sacrées ou pas. Ça peut être l'image très moderne d'une famille qui est transportée, qui est déportée, ne serait-ce que pour un temps. Et ces gens déportés, enfermés, considèrent, peut-être avec envie, avec admiration, le vol des oiseaux. Partout la vie. La vie, ce sont les oiseaux, et l'espoir aussi que peut-être ils font naître chez ces gens qui sont enfermés momentanément. Le travail est très subtil avec ce décalage d'une image dans l'image, et en même temps ce frottis de peinture très impressionniste pour, disons, annuler la dimension du wagon, pour donner donc une sorte de neutralisation du fond. Dans le domaine de l'agriculture, enfin pour signaler la condition de vie des paysans, Miasoyedev montre le meilleur, c'est-à-dire les faucheurs dans un champ de blé très fertile où l'on voit le travail sans doute difficile, mais surtout l'abondance. Et derrière cette abondance, la réalité, non pas la peine ici, mais la réalité du travail très, très suivi, qu'on imagine très ardent, de ces paysans. On ne peut pas ne pas penser au modèle français. Il n'y a pas que les réalistes et les impressionnistes, ou si vous voulez, il y a des intermédiaires. Jules Breton fait partie au début du réalisme, mais il transcende le réalisme par une peinture, si vous voulez, dans l'extrême réalisme, dans une peinture des paysans et des travailleurs. Une peinture, disons, qui magnifie et qui glorifie à travers des personnages, à travers des visages, les paysans et les travailleurs en France. Deuxième partie de cet exposé sur la peinture des ambulants, leur intérêt pour l'histoire et la religion, étant entendu qu'il y a des limites, en particulier des limites politiques. Nicolas Gay, Sourikov, Kramskoy qu'on retrouve, et Riépine qu'on retrouve. Ivan le Terrible et son fils, c'est un tableau de Riépine qui manifeste ici la très grande violence d'un tsar cruel, Ivan dit le Terrible, qui a beaucoup fait pour élargir la Moscovie de l'époque. Et on voit qu'il tient dans ses bras son fils, tout à fait désolé, le sang rejaillit sur lui, de lui avoir porté un coup fatal. C'est à la fois donc le crime, le repentir, et la vision terrifiante du mort et de son assassin. Dans cette peinture très colorée, très, très, disons, mélodramatique, on trouve, la traduction d'une anecdote, tableau qui a été lacéré en mai 2018 et en 1913 déjà, parce qu'il crée une polémique. En 1581, Ivan le Terrible causa la mort de son fils aîné en le frappant de son sceptre alors qu'il tentait de protéger sa troisième femme enceinte, agressée par le tsar. Le fils tentait de protéger sa femme, bien sûr, agressée par son père. La représentation d'un tsar infanticide, juste après l'assassinat d'Alexandre II en 1881, a suscité de très vives réactions, ici, au moment de l'exposition. Beaucoup plus tard, Poutine a écrit cette phrase en juin 2017. Le meurtre de son fils par Ivan le Terrible est une légende, fake news, utilisée par l'Occident contre la Russie. Et pourtant, c'est déjà le sujet de la peinture de Vassili Schwartz, celui qui montrait tout à l'heure le jeu d'échecs des boyards, le jeu de cartes des boyards, dans une vision plus douce, mais en même temps très, très disons, psychologique par rapport à la figure épuisée et peut-être déjà repentante du tsar, une vision déjà très, très forte et très nette. Quant à cette représentation, c'est le tsar cette fois-ci, Pierre le Grand, celui qui a fondé Saint-Pétersbourg, qui, considérant que son fils a été membre d'un complot, va le faire interroger, emprisonner, torturer et exécuter en 1718.
Il a peut-être été en relation avec des comploteurs, vu le pouvoir extrêmement totalitaire et dictatorial d'Alexandre, de Pierre le Grand, qui s'était déjà débarrassé de sa demi-sœur. Et on voit ici le face-à-face entre un personnage falot, pâle, enfin en tout cas maigre, inquiet, qui baisse les yeux, qui manifeste sa défaite et qui envisage la suite, et Pierre le Grand qui le toise d'un regard meurtrier, enfin d'un regard assassin déjà. Nicolas Guet est un artiste qui va occuper très très largement une place essentielle chez les ambulants dans plusieurs genres, et lui, il a séjourné quelques années en Italie. Donc on a ici cette vision très forte des relations dans les familles régnantes, qui a été toujours très violente. Cette scène donc de Pierre et d'Alexis, avec des portraits nuancés, un lieu rendu avec exactitude, mais qui, par le noir, entraîne également vers le caractère sombre et terrible, on dirait un nocturne, la tragédie se renforçant de sa sobriété. La princesse Tarakanova, bon, c'est moins important. Flavitsky, qui ne fait pas partie des ambulants, qui est peint en 1864, mais j'ai voulu montrer ce tableau parce qu'il est remarquable dans ses intentions, et traduit, il n'y a pas vraiment d'école, un certain romantisme à l'intérieur de l'évolution vers la modernité de la peinture russe au milieu du siècle. Cette princesse, en fait, elle est morte de pneumonie. Elle avait été internée parce que c'était une usurpatrice. Cette femme prétendait être une princesse de sang royal, Tarakanova, et elle ne l'était pas. On avait démontré que c'était une hystérique. Ici, elle est montrée pendant l'inondation de sa cellule. Il y a eu effectivement une inondation dans la prison, mais elle n'est pas du tout morte de ça. Et c'est une pure interprétation, disons, je l'appelle romantique, on pourrait dire presque légendaire, un siècle après. Mais ce qui est intéressant, c'est le travail sur le détail. Vous voyez par exemple ce rat qui monte sur le matelas, et d'une manière générale, le personnage, la psychologie, le malheur, la souffrance, la terreur même d'un personnage en proie à des événements, disons, d'une grande violence, même si ce sont des événements banals. C'est pas la princesse Tarakanova, d'accord, c'est du romantisme, mais la représentation de Sophie, en 1869, à Novodevitchi, c'est pas du tout du romantisme. À la rigueur, on pourrait parler d'expressionnisme. Qui sait? De quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de la demi-sœur de Pierre le Grand que Pierre le Grand a éliminée. Quand elle avait d'abord pris la régence, puis quand il est revenu s'imposer, plus avancé en âge, il l'a fait interner alors qu'elle avait envisagé, non seulement elle avait pris le pouvoir, mais elle avait envisagé de le garder. Elle restera jusqu'à la fin de ses jours enfermée au couvent de Novodevitchi, mais vous voyez qu'elle est absolument terrifiée, enfin, qu'elle a un regard terrible de haine, disons, de désir de vengeance et en même temps de maintien d'une certaine rigueur, d'une certaine volonté affirmée. On retrouve le fond sombre, on retrouve quelques éléments donc de lumière qui permettent de constituer l'environnement. Il y a une gardienne et le personnage donc éclairé, brillamment éclairé dans un costume princier, dans l'opposition et disons une certaine volonté de maintenir son énergie. Alors, Sofia Alexeyevna avait été régente de 82 à 89 parce que son demi-frère était trop jeune. Il l'a fait interner dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il a affirmé son absolutisme en réprimant une révolte de la garde des Streltsy, c'est-à-dire, bon, c'est la garde nationale, c'était à l'origine, le mot signifie archer ou arquebusier. En 1698, parce qu'il pensait que ces Streltsy soutenaient plus ou moins, c'était vrai plus ou moins, en tout cas ils se soulevaient contre l'absolutisme. Il a réprimé très violemment cette garde, on le verra dans les images suivantes. Il a imposé ensuite ses réformes, il a créé Saint-Pétersbourg au prix de milliers de morts pour planter les piliers pour soutenir cette ville. Et en 1716-18, comme on l'a vu, il a fait torturer et exécuter son fils, suspect de complot. Voilà la carrière en négatif de Pierre le Grand. La répression des Streltsy, elle est ici illustrée par Vassili Sourikov, qui est peut-être le meilleur, le plus spécialisé dans les peintures historiques, fils d'ailleurs d'un cosaque.
Et ce Sourikov montre, sans la dénoncer, mais c'est très intéressant comme composition, Pierre le Grand, de retour d'un voyage en Occident, avec ses dignitaires, et ici un carrosse, enfin qui est sur son cheval, avec un air terrible que nous verrons tout à l'heure de près, à côté de Saint-Basile à Moscou, qui est en train donc d'annoncer, de réunir, de rassembler les coupables, les Streltsy et leurs familles, et qui les enverra donc à la mort dans une quantité appréciable. On voit justement ce qui est intéressant, c'est le détail de ces familles, ces femmes éplorées, ces enfants terrorisés, ces hommes qui s'interrogent, enfin, et certains qui demandent peut-être l'indulgence, le pardon. On a sur ce grand tableau une possibilité, disons, là aussi, de tableau choral ou de manifestation qu'on appellerait aujourd'hui en scope, en cinémascope. Voilà, à gauche de l'image, sur les 2/3 de l'image, on a ce genre de choses, avec ces hommes qui revendiquent ou qui pleurent, ces femmes inquiètes, serrées ici dans le cortège, vieilles, d'âge mûr, enfants, qui vont être littéralement sacrifiés. 1200 exécutés. L'ère de Pierre le Grand ne laisse place à aucun espoir d'indulgence. La Boyarinia Morozova était une partisane des plus déterminées et des plus remarquables d'une révolte des Raskolniki, c'est-à-dire des vieux croyants, des croyants intégristes, à l'occasion d'une réforme du patriarcat liée à l'autorité du tsar. C'est en 1655, donc un siècle avant, 2 siècles avant. Et Sourikov solennise cette opposition. On montre la Boyarinia, ici, levant le bras, tiré par un espèce de chariot plus ou moins efficace, enfin de traîneau. Tandis qu'on voit non seulement la foule, mais le détail. Et souvent dans les tableaux de Sourikov, le détail est plus important que l'événement lui-même. L'événement, bien sûr, est la cause de ses attitudes de déréliction, confirme ses attitudes de misère, montre la diversité des humbles, même s'ils ont revêtu leurs habits du dimanche. La Boyarinia, on pourrait dire la seigneur, la propriétaire. Les Cosaques à la conquête de la Sibérie, c'est encore de Sourikov, qui a vécu de 1848 à 1916. Il fait partie de la deuxième génération, comme Repin. Il est un peu... Kramskoï est plus âgé. Mais bon, c'est l'apogée des ambulants. Quand il publie ce tableau en 1895, c'est remarquablement aussi une allusion remarquable à la guerre de colonisation des Russes vers la Sibérie. Et les Sibériens sont bien nettement définis comme des jaunes, comme des Asiatiques. Conquête qui est mise en valeur ici, bien sûr, qui n'est pas contestée, mais dont on voit la violence, la difficulté au nom du Christ, au nom de l'évangélisation. On ne pense pas aujourd'hui la même chose, mais je veux dire qu'il y a ici la justification du destin de la Grande Russie. Et dans des attitudes, dans des modalités conflictuelles, violentes, avec des grimaces terribles et, disons, des enjeux que manifeste la poudre, les éclats ici des fusils. Les Cosaques Zaporog écrivent une lettre au sultan. C'était en 1676. Riepine le peint, là aussi, c'est une peinture d'histoire. Riepine est capable d'intervenir dans tous les domaines, donc il va être aussi, à sa manière, un peintre d'histoire, avec ces Cosaques qui rigolent. Alors là, c'est la gaieté. C'est, disons, une galerie de visages souriants, rieurs, ironiques, sarcastiques autour de celui qui écrit, de l'écrivain de cette brigade ou de ce régiment de Cosaques, qui écrivent au sultan qui est vaincu, et qui l'humilie, et qui le moque, et qui se moque de ses rodomontades. Enfin, là aussi, c'est une petite histoire, c'est une anecdote. Mais c'est l'occasion de révéler la diversité
et dans les attitudes de saisir sur le vif, à la manière de ce qu'on fait dans la photo à ce moment-là, de saisir sur le vif donc les attitudes en dehors du combat de ces soldats dans leur vie quotidienne, et ici la revanche par rapport à un sultan turc qui les a menacés et qui a été vaincu. Alors du blanc d'un côté, du noir de l'autre, des corps, cette gamme de blanc, de corps, de crâne donne ici un premier plan, et puis dans la profondeur de champ s'oppose la gamme des rouges et la gamme des bleus jusqu'au très sombre, qui intensifie la représentation. Magnifique portrait. Saint Nicolas, selon la légende, c'est un des principaux saints de l'iconographie. C'est le troisième qui apparaît sur les icônes après Jean le Baptiste et la Vierge, bien sûr. Donc il y a ici un Saint Nicolas de Myre, qui est ici intervenu selon les nombreuses légendes qu'on a brodées sur la vie de Saint Nicolas, qui intervient juste à temps pour arrêter le glaive d'un bourreau qui allait trancher la tête d'un innocent. Et il est apparu en rêve aussi à l'empereur de l'époque pour lui signaler cette erreur. Il a pu arriver sur place. Enfin, certaines versions de la légende disent qu'il est simplement intervenu dans le rêve du pouvoir qui a arrêté l'exécution. En tout cas, là, c'est montré à vif, comme pour susciter, en somme, une morale de l'indulgence, comme pour manifester le risque d'une trop grande dureté. Enfin, dans ce moment délicat, on est en 88, le tsar a été exécuté par un attentat 7 ans plus tôt. Donc Riépine intervient peut-être aussi dans une conjoncture historique qui est assez conflictuelle, même si ça s'apaise à ce moment-là. On retrouve dans ce personnage secondaire celui qui rentrait et qu'on n'entendait plus. Il s'agit sans doute d'un modèle que Riépine a utilisé plusieurs fois. Mais c'est aussi le moyen de faire une allusion à la situation. Riépine, toujours, et voyez qu'ici il concurrence peut-être Sourikov ou d'autres artistes que nous verrons tout à l'heure dans le grand format, dans le format à la fois de peinture chorale et panoramique, avec la procession à Koursk. Cette procession, il ne nous la montre pas de façon frontale, il nous la montre d'une manière diagonale, c'est-à-dire que voilà, les deux lignes, trapèze, enfin, une sorte de triangle qui se manifeste ici, presque un trapèze avec ceux qui sont devant, qu'on voit presque de face, trois quarts le plus évident, qui porte le char, c'est important sans doute, si c'est un peu caché par ma photo, mais ça n'est pas le sujet central. Sans doute, c'est important ce char puisqu'il détermine la procession jusqu'à l'autre, jusqu'à la Vierge ici. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ouverture du champ, c'est-à-dire la triangulation ici d'un morceau de ce boulevard de terre entre la procession officielle et ceux qui sont écartés ou qui voudraient s'y joindre, ou qui simplement la suivent de loin avec la police montée qui défend les accès, fait le service d'ordre. On voit en particulier, on pourrait dire au centre de l'image, enfin, l'un des points forts de l'image, ce petit infirme qui est découragé par un de ses compagnons. Ce qui permet de montrer là aussi la très grande diversité d'une population de pauvres, enfin misérables, pauvres, ou des classes les plus inférieures. Prianichnikov a choisi, lui aussi, c'est de l'avant-garde, on est en 1890, un point de vue très original, en mettant, alors c'est peut-être l'inverse, la procession se serait retournée, les porteurs d'icônes au devant, une procession de village, une procession plus modeste, des spectateurs viennent embrasser les icônes, et nous devinons l'importance de la procession qui va jusqu'au bac, parce que c'est de l'église qu'on est parti, de cette église byzantine, et on a ici la procession la queue de la procession qui, par le bac, les groupes humains rejoignent cette rive et vont acheminer donc les icônes vers un autre lieu. C'est une manière très, très nouvelle de voir les choses, de les voir on pourrait dire par le gros bout de la lorgnette, mais les personnages sont vus au contraire dans leur anonymat, leur singularité et leur anonymat. Autre moyen avec Polénov, toujours sur la peinture religieuse. Polénov est allé en Orient.
Il en a ramené des esquisses bon, pour soigner ses éclairages et ses ambiances. Peut-être on pourrait le classer parmi les orientalistes, mais il n'y a pas d'œuvre vraiment réalisée sur les sujets orientaux, sinon dans la tradition chrétienne, comme ici. C'est l'histoire de la femme adultère que Polénov évoque, c'est-à-dire le Christ et la pécheresse. On lui amène, alors elle se raidit, hein, la femme adultère, c'est très actuel, c'est très réaliste dans la vision contemporaine, et on va voir que plusieurs images renvoient dans le thème religieux à une vision du Christ très humaine, le meilleur des hommes, comme disait Tolstoï, et dans une ambiance qui rappelle un peu la vie de Jésus de Renan, c'est-à-dire un Jésus replacé dans le Moyen-Orient, dans une humanité de l'époque, sans plus aucun rapport avec les icônes qui parcourent depuis 10 siècles la tradition byzantine. Donc ici, le Christ qui discute avec ses fidèles, avec ses disciples, qui est alerté dans la très forte lumière de fin d'après-midi en Palestine, à côté d'un édifice qui ressemble à un temple, par ce qui amène les pharisiens, qui amènent la femme adultère. Il leur répondra que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, comme vous le savez. Donc il est là représenté et c'est très réaliste. Le groupe qui entraîne la femme est particulièrement bienvenu dans cette confrontation, dans ce conflit. Peut-être l'hypocrisie ou la rigueur du clergé est-elle dénoncée aussi pour l'époque contemporaine de Polénov. Réjouis-toi, roi de Judée. Kramskoï, sur le même modèle, représente dans l'obscurité de la fin de journée, en opposition ici avec le paysage qu'on devine plus clair. La silhouette de Jésus, juste au début de cette nuit terrible, du jeudi au vendredi saint, qui est déjà donc liée à une espèce de sceptre qui va être couronné d'épines, qui va être fouetté, flagellé. C'est le début de cette passion du Christ. Et c'est la moquerie des soldats. Alors, Kramskoï a très bien vu, là aussi, par l'autre côté d'une lorgnette, peut-être Ponce Pilate, ou du moins, oui, ceux qui l'entourent sont des officiers, qui acceptent qu'on humilie Jésus sans le condamner, puisqu'il ne le condamnera pas justement, parce qu'il l'a fait torturer. Alors, il y a l'officier romain, il y a tous ces soldats qui s'amusent. C'est un spectacle, c'est une moquerie. Qu'est-ce que c'est que ce juif qui se prétend le roi des Juifs? Et Pilate lui demandera, il répondra, tu l'as dit. Donc, c'est une vision ici très nouvelle par rapport à la vie de Jésus qu'on a tendance à exaucer, à représenter avec une distance favorable. C'est un humain parmi les autres, un prisonnier parmi les autres, torturé comme les autres. Quelques temps plus tôt, la peinture de Kramskoï de à peu près 1880. Celle-ci, toujours de Kramskoï, est un peu plus ancienne, elle est de 1872. Kramskoï qui a vécu de 37 à 87 et qui est de la première génération, comme c'est lui pratiquement, qui est le fondateur principal, l'organisateur du groupe des 14, et puis le fondateur principal du groupe des ambulants. Voilà, Jésus au désert. Jésus au désert, c'est un homme là aussi quelconque. Il n'a aucun pouvoir, contrairement à Botticelli ou d'autres qui l'ont montré résistant aux assauts d'un diable personnalisé, qu'il aurait tenté. Il est au désert dans la réflexion métaphysique, c'est le cas de le dire, spirituel et métaphysique sur son propre destin, qui est un destin de rédempteur et qui en a peur. Au milieu des pierres de ce désert, cette méditation, avant de se lancer dans la vie publique, qui sera, disons, un parcours vers la rédemption, il médite. Il médite le destin d'un fils de Dieu qu'il sait être. C'est une vision très humaine, parce qu'il a pris la condition humaine. Nicolas Gay représente ici le dernier souper. C'est une très mauvaise peinture, très mal conservée, dont je n'ai pu avoir qu'une photo médiocre, mais on peut retenir qu'il y avait du vert, qu'il y avait du rouge, qu'il y avait du jaune, qu'il y avait des couleurs plus vives sur le fond plus sombre. Et cette étrange figure alors de Jésus sans doute, allongé sur un lit de table, mais qui n'est pas en train de montrer celui qui porte la main, bon, c'est après. Il a déjà désigné Judas, puisque Saint Jean et Saint Pierre regardent ce personnage étrange qui s'en va, qui est Judas, qu'on voit très mal, qui a rejeté, disons, sur sa tête plus ou moins un voile, et qui va bientôt le trahir.
il est difficile de l'identifier, mais on sait que c'est le traître qui est ici représenté par cette ombre sinistre. Alors on a dit, et sans preuve, mais c'est probable, que Nicolas Guet avait voulu, dans une période, c'est en 1863, c'est un peu avant la réalisation, les réunions des ambulants, c'était une peinture de jeunesse de Nicolas Guet, qu'il avait voulu montrer Alexandre Herzen dans la figure du Christ. C'est difficile à voir dans la forme que nous avons aujourd'hui du tableau, qui est assez mal conservé, comme je l'ai dit. Je signale qu'Alexandre Herzen est le père du socialisme populiste, qu'il est mort à Paris juste l'année où les ambulants ont noué leur association et qu'il repose à Nice, au cimetière du Château, où on peut voir un petit monument à son honneur. Nicolas Guet va développer un petit peu plus tard, nettement plus tard d'ailleurs, plutôt dans les années 80-90, des tableaux extraordinaires qui anticipent d'un demi-siècle sur les réalisations très libres des expressionnistes. Conscience, presque rien, une silhouette blanche dans un contexte sur une terre aussi blanchâtre, dans une nuit sans lune, qui avance, je suis désolé pour ma photo qui cache ici légèrement le sujet, il y a de la lumière, et dans la lumière, on distingue, si je peux la bouger, non, on distingue Judas on distingue les soldats, et c'est Judas, cette conscience. C'est le traître qui s'achemine pour sa trahison, qui s'achemine vers le point où il rencontrera l'armée, enfin la brigade chargée d'arrêter Jésus. À ce moment-là, tout peut encore changer dans la prise de conscience. Et puis rien ne change, le Christ est amené sur le calvaire, sur la colline du crâne, avec les deux larrons, et quand il y arrive, il est terrorisé par ce qu'il imagine, Jésus et les deux larrons. Alors j'ai vérifié, c'est une peinture à l'huile, c'est une esquisse à l'huile, c'est pas une aquarelle, c'est pas un brouillon, c'est une esquisse à l'huile, et ça c'est extrêmement moderne, ça anticipe, je le répète, sur les libertés que prendront les peintres des années 1914 ou 1920, les expressionnistes. C'est-à-dire forcer le trait éventuellement, mais limiter le réalisme de la couleur et de la figure pour donner plus d'intensité. Exprimer plus en définissant moins. Et cette terreur, cette douleur, cette prise de conscience, là aussi pour le coup, c'est le cas de dire, terrible de Jésus en arrivant sur le lieu du crâne et en voyant dresser les croix, ou du moins les croix certaines adressées, c'est la sienne, est la manifestation la plus forte qu'on ait montrée depuis des siècles, parce que la tradition a répété des visions édulcorées de cette crucifixion, ou du moins des visions stéréotypées. Guet a été largement formé en Italie. Et il prend le contre-pied souvent des attitudes et des postures que donnaient aux religieux les peintres de la Renaissance. En particulier pour cette crucifixion. Aucune crucifixion de la Renaissance et du baroque ne traduit ce genre de choses. Au Concile de Trente, on a donné des avis pour limiter justement l'expression, en particulier sur la position des clous dans les pieds, c'est des détails, mais tout de même, il y a eu des instructions. Jamais on n'aurait autorisé de montrer un Christ qui s'écroule littéralement parce qu'il est suspendu par ses bras, qui n'est pas le cas des autres, disons, condamnés, les larrons. Ils ont les mains, les bras sur la croix. Et le Christ, pour que ça soit plus difficile, on l'a pendu d'une autre manière. C'est bien un fait historique souligné. Et le Christ souffre d'une façon terrible, la bouche ouverte, dans ses derniers instants. Donc, il y a aussi ici une esquisse de couleurs sur le décharnement, sur le tracé élémentaire de ces corps. Le tableau a été jugé si violent qu'il a été retiré, sur ordre du tsar, il a été retiré de l'exposition des ambulants en 1892. La religion, le thème religieux traité d'une façon différente, le thème historique exploité, il nous reste à parler de, disons, paysages, portraits dans l'ordre du fantastique, pour ce qui est de certains thèmes, jusqu'au réalisme, pour ce qui est des paysages, c'est dans cet éventail de sujets que certains, Vaznetsov, Ivanov, Polenov, que nous retrouvons, Savrasov et Karlamov, que nous ne connaissons pas, vont, disons, s'inscrire très proches de leurs homologues européens, et les ambulants, depuis les années 80, à titre individuel par exemple, sont invités à Munich, à Berlin, à Vienne, plus rarement à Paris ou en Belgique, à Bruxelles. Ils sont reconnus
Et ils font reconnaître d'ailleurs la société, enfin la Russie, ses paysages et ses ambiances. Encore Riépine qui est décidément dans tous les registres. Sadko. Sadko et ses aventures sous les mers. C'est une série de contes très connus, très célèbres, très répandus dans le monde enfin le monde de l'Est, de la Russie en particulier. Cet explorateur des fonds marins a un certain nombre de mésaventures et d'aventures, notamment de la vision de ces princesses, de ces fées, de ces, on pourrait dire, de ces sirènes, de ce peuple des sirènes. Et c'est montré par une peinture populaire qui peut séduire éventuellement aussi les enfants, qu'on peut expliquer aux enfants, avec ce fantastique des figures hybrides de sirènes, cette solennité, ce caractère interloqué de l'humain projeté dans un monde fantastique, et en même temps, par les lumières, par le développement très nuancé de la couleur, il y a là une véritable réussite. Réussite qui permet de considérer que Riépine est un très grand peintre de la fin du XXe siècle, que l'on commence seulement à exposer, c'était le cas il y a 2 ans à Berlin, à Munich, en Allemagne, auquel on commence aujourd'hui à consacrer des expositions personnelles. Vaznetsov, le Tsarévitch et le loup gris. Encore une anecdote dont je ne connais pas tous les détails, mais c'est un loup gris apprivoisé, positif, qui a permis de sauver le Tsarévitch et sa fiancée. Donc on nous montre ici le galop de ce loup apprivoisé, de ce loup, disons, domestique, dans un paysage extrêmement intéressant, où les petites fleurs blanches arrivent en relief sur le fond sombre des écorces, avec une trouée lumineuse et l'éclat de la robe de la jeune fille et la personnalisation, disons, très, très affective des figures du sujet. Vaznetsov, qui a une tendance nettement spirituelle, si vous voulez, au-delà du fantastique, qui a été aussi quelque temps à Paris en 1889, représente ici le chevalier à la croisée des chemins. Et c'est très important parce que le chevalier arrive plein d'ardeur et disons, dans l'ordre conquérant et positif, mais il ne sait pas où aller. C'est la crise de conscience. Il y a ici le nom gravé de ceux qui sont morts. On voit ici aussi des crânes. Faute d'avoir pu choisir, il y a un corbeau et il y a effectivement ce drame d'un moment, la croisée des chemins, sans que nous puissions savoir d'ailleurs quel est le positif. C'est le drame peut-être de la condition humaine. Nesterov, qui a également été à Paris quelque temps, qui a fait son petit séjour, qui représente ici la vision de Bartholomé. Il y a toute une série sur l'histoire de ce personnage qui est en fait Saint-Serge, enfin le petit jeune homme, là, le petit garçon, l'adolescent, c'est le futur Saint-Serge de Radogène, qui est un personnage très important, Radonège, pardon, un personnage très important de la culture enfin byzantine. Et quand il était jeune, il a vu l'apparition ici, cette apparition d'un moine qui était littéralement l'apparition de Saint Bartholomé, qui lui montre une chasse. Et il le reçoit, il a littéralement cette inspiration, et puis Nesterov nous racontera dans d'autres tableaux d'autres épisodes. Et ce qu'on voit ici, c'est la très grande maîtrise du paysage. Un paysage très nettement post-impressionniste, marqué par l'impressionnisme, le tracé en point de touche, le tracé en perspective aérienne et en brossage fondu, et donc une priorité accordée à la représentation de la terre russe. C'est en même temps un esprit de populisme rural qui combinerait le pré-raphaélisme dans la précision des traits avec le populisme français de Bastien Lepage et l'impressionnisme. Donc on peut dire une riche synthèse. Surikov, notre peintre historique de tout à l'heure, représente ici la dérision de l'histoire puisque c'est la tradition de l'assaut du château de neige. Alors il y a effectivement ce château de neige, on l'érigeait dans un moment de festif, au moment de l'hiver, le Mardi Gras, c'est la conclusion d'un carnaval,
Et c'est une fête, c'est festif, c'est joyeux. C'est l'occasion pour Surikov de montrer des gens qui ne sont pas dans le malheur qu'on a vu tout à l'heure, mais qui sourient dans un moment de détente de leur vie, même s'il s'agit ici d'un assaut. On voit donc c'est le prétexte, c'est l'occasion à nous montrer ici la spécificité de la terre russe, avec une coutume locale représentée par des gens plutôt heureux. Quant au paysage proprement dit, eh bien, nous allons voir qu'ils n'ont rien à envier à leurs homologues français de la fin du 19e siècle. Savrassov. Bon, les titres importent peu, il n'y a pas toujours d'ailleurs de titres. Chemin de campagne, avec ici bon, une église, effectivement un dégel relatif, les oiseaux qui interviennent sur des branches mortes. C'est un instantané. Ah, c'est ça, chemin de campagne. Oui, celui-ci, c'était certainement un autre titre. C'était Savrassov, si je le retrouve. Eh bien, oui, le retour des freux. Le retour des freux. Alors, les freux sont les oiseaux. Chemin de campagne. Là aussi, le travail est sur la partie inférieure, surtout les nuages à la manière de Constable, peut-être, oui, une sorte d'évolution de nuages, mais surtout ici, le sol boueux, le dégel qui entraîne cette mauvaise qualité du sol dont Savrassov rend compte comme d'une matière, avec une matière picturale adaptée. Polenov, au contraire, précise les traits, c'est le printemps, le soleil éclaire très nettement les coupoles byzantines d'un petit édifice basilique, ici encore un clocher, et des fermes, une ambiance rurale où l'on voit la fermière de loin qui va, disons, rejoindre, qui est en train d'envoyer du grain à ses poules, mais les enfants aussi qui jouent dans cette ambiance de calme, d'une ruralité plutôt ici équilibrée et heureuse. Et ce Polenov, Vassili, réalise à mon avis ce qui est le chef-d'œuvre de la peinture de paysages russe, peut-être même au-dessus de la plupart des paysages occidentaux, dans sa précision, cette combinaison entre la précision de ce qu'on veut montrer pour donner l'échelle, pour donner la profondeur, pour donner, disons, l'articulation réaliste, et la fluidité impressionniste des alentours, aussi bien de la prairie que du lac, une sorte de quiétude, enfin d'horizontalité, de reflet et éventuellement aussi justement le reflet qui crée les nuances sur cette surface plane aquatique. C'est une réussite totale. Oui, Polenov a vécu 4 ans en Occident, en France, en Italie et en Allemagne. Isaac Lévitan nous montre ici, à l'horizon, derrière ce pont, c'est le Petit Pont, le titre, là aussi, une petite ville ou un quartier de ville ou de village avec des églises bien répertoriées. Et surtout, à partir de ce petit pont, lui aussi joue sur les reflets. Et il y a ainsi un premier plan, dont on voit aussi symboliquement, il faut passer par là. L'itinéraire spirituel est suggéré. Lévitant, alors le plus souvent, c'est un itinéraire purement formel, c'est-à-dire dans la fluidité, le flou et le danger peut-être de ce flou que manifeste la matière du paysage. Des fois, c'est franchement positif, comme chez Ostrohoukov, qui représente l'automne doré. Plus de personnages, simplement 2 oiseaux qui ici justifient le titre, avec cet or, cet caractère donc entre la gamme entre les orangés et les jaunes purs, les feuilles qui tombent dans cet automne, disons sans doute précoce, qui se manifeste ici en 1887. Je fais un gros plan sur le sujet pour que vous puissiez apprécier la qualité du tracé, la qualité du graphisme. Et l'importance de ces oiseaux au centre, qui sont des personnages annonciateurs de l'automne. Schickin, lui, a vécu quelque temps en Allemagne. Schickin représente ici un sous-bois, et d'une manière, disons, inquiétante. Il est dans un état d'esprit différent, au fond de la forêt. Au fond de la forêt, les animaux que l'on peut trouver prennent une allure fantasmatique. Au fond de la forêt, on voit bien que le tracé du premier plan est très net avec ses bouleaux
Et la lumière est à l'horizon. Ce n'est pas un tableau pessimiste, mais il faut traverser la forêt pour passer d'une clairière à une autre. Et ce même Shtikin représente, si vous voulez, le but, l'arrivée dans cette clairière magnifique où la nébulosité donne justement, permet la traversée d'une lumière, ces petits ours qui s'amusent, qui sont charmants, qui sont les amis, enfin qu'on imagine comme des amis de l'homme, sans aucune animosité, les ours de Shtikin, ont une allure donc fantastique. Stepanov montre Quand passent les cigognes. C'était le titre d'un film de Kalatozov au début du dégel du cinéma russe dans les années Khrouchtchev. Donc on a ici les cigognes qui arrivent. Et c'est un élément très très important, l'arrivée des cigognes, puisque c'est l'arrivée du beau temps. Donc Stepanov ici nous montre ce moment tout à fait essentiel, tout à fait positif de l'arrivée des oiseaux, surveillés, guettés par tout un petit groupe d'enfants qui sont saisis ici dans, peut-être pas leur jeu, mais du moins leur existence, leur pauvreté et leur relative équilibre, relative sérénité. Leurs silhouettes sont nettes sur un fond assez, disons, impressionniste, mais il y a surtout cette attitude, enfin ce regard, cette disposition du regard vers les beaux jours qu'on imagine à travers le retour des cigognes et le bleu de l'horizon. Plus original. On est en 1901 et on pense au Nabi. Si on regarde de près, cette composition audacieuse. Le chariot amène des étrangers. D'ailleurs, le titre, c'est justement Les étrangers de Ivanov. Et la mise en scène, en fait, ce qui est original dans la mise en scène, qui désarçonne le spectateur, c'est qu'on voit au premier plan deux personnages, le père et sa fille, la fille très envieuse, les joues rouges, disons très curieuse avec son regard vers le chariot, vers le carrosse, et le père qui n'a aucune envie qu'elle reste, qui craint l'arrivée des étrangers et qui l'entraîne vers le hors-champ, vers nous, et qui porte des pains. C'est peut-être un marchand de pain où il vient d'acheter du pain. Donc il y a ce groupe qui constitue un premier plan, et puis nous partons dans une sorte d'art de cercle vers l'arrière-plan, et l'art de cercle est concrétisé par la colline, enfin le petit remblai de neige, jusqu'à la scène, disons, de l'arrière-plan qui est essentielle, puisqu'il s'agit de l'arrivée de ces étrangers qu'on voit à peine. C'est très original comme mise en page. C'est très moderne. Ça correspond, je pense, à ce que les nabis ont essayé de faire à ce moment-là, quelques années plus tard, en tout cas, dans le cadre de l'expressionnisme qui commence en Europe occidentale. Alors, au terme de cet exposé, il convient de s'attarder sur des portraits de quelques grands hommes, notamment, vous le reconnaissez, Fyodor Dostoïevski, avec son air pensif, sans doute rescapé de ses séjours internés, en train de méditer sur la condition humaine. C'est un tableau de Perov, ce peintre ironique dont nous avons repéré les sourires dans les peintures, disons, des chasseurs, ou ces peintures plus dramatiques dans La Troïka et La Noyée. Capable, donc, il est mort en 81, Dostoïevski, il a été célébré et reconnu par les ambulants, et il a pu assister à certaines de leurs expositions. Et il y a un esprit moderne chez les uns comme chez les autres. Je répète, sans militantisme chez les ambulants, mais un témoignage. Modeste Moussorgsky, compositeur bien sûr bien connu musical, qui est mort en 81 lui aussi, et qui est peint ici par Riépine au moment de sa maladie. Il a le nez rouge parce qu'il est malade. Ça n'est pas qu'il ait bu de l'alcool. Et c'est un portrait échevelé, très précis, très nuancé, qui n'aurait peut-être pas plu à Moussorgsky, je ne sais pas, et qui donc représente après sa mort la réalité intime de ce musicien. Alors, Tolstoï représenté deux fois. Ici, dans une relative jeunesse, Tolstoï, le plus connu, le plus célèbre, celui qui préconise également une sorte de valorisation sociale des humbles et du point de vue chrétien, donc le modèle christique considérant le Christ comme le meilleur des hommes. Tolstoï, le sage, qui est mort en 1910, donc qui a été le témoin aussi de cette période de peinture des ambulants et qui est mort juste à la veille de la Révolution, dans cet état. La peinture de gauche est de Kramskoï, la peinture de droite de Riépine. Toutes les deux ont leur valeur, l'intensité d'un regard triste d'un côté, l'intensité d'un regard lucide, peut-être inquiet aussi de l'autre. Ça dénote aussi l'existence de deux générations. Kramskoï, c'est un des fondateurs, Riépine est arrivé presque 10 ans après.
Et il y aura donc chez les ambulants 3 générations avant que les uns et les autres s'embourgeoisent, deviennent professeurs dans les académies et qu'ils aient suscité, d'ailleurs, c'est eux qui ont suscité des vocations d'artistes qui prennent le contre-pied, qui vont créer les avant-gardes. Peinture de femme. Riépine peint sa deuxième épouse Vera, avec un petit air en dessous, comme si elle lui disait attention, ne pas me rater. Enfin, et vous voyez, le fond neutralisé, comme on l'a trouvé souvent à la manière des impressionnistes, et d'une manière générale aussi, on peut dire l'attitude du personnage qui a un livre, qui est donc une intellectuelle, sur un fauteuil, enfin, qui est saisi dans une sorte de posture plutôt favorable. De la même façon, Kramskoï, il va plus loin quand il représente l'inconnu. On est très près de Manet ou des figures de Degas, certaines figures des impressionnistes, avec cette prestance, cette personnalité, cette vigueur du regard du personnage qui est dans sa charrette, enfin dans sa carrosse, dans son carrosse, dans sa calèche, je veux dire, et qui est en train littéralement de nous toiser. Alors que le peintre a complètement neutralisé dans la brume l'arrière-plan, ce qui rend le sujet beaucoup plus fort. Kramskoï. Kramskoï est allé jusqu'à, enfin, il est passé comme Riépine par la plupart des catégories de peinture, des thèmes, et ici, il a osé représenter le chagrin inconsolable de sa femme devant le cercueil de leur fils. C'est un tableau rare, parce qu'il fallait oser, et en même temps qui manifeste une grande modernité dans l'intime, dans la représentation de l'intime. Je le remets, je n'ai pas de détails. Vous apercevez à droite le cercueil et au centre, donc, cette femme qui pleure. La lumière rare entre par la porte et vient juste au pied, au pied du cercueil. Kharlamov a séjourné en France, on ne sait pas trop l'année, mais enfin, Zola le cite lors d'une exposition. Et en 1901, quand il est revenu en Russie, il peint cette représentation qui fait penser par la précision à la peinture pré-raphaélite et très, très précise, en même temps que réaliste, des Anglais du milieu du siècle. Une jeune femme, une jeune mère, très jeune mère, et sa fille, dans une attitude d'expectative, pas vraiment triste, mais disons saisie ici à la limite, avec une très grande finesse sur le détail des costumes, avec le tapis, la chaise, la carafe et le verre, enfin tous ces éléments qui introduisent, qui manifestent le réalisme d'un intérieur modeste. Si je vous montre en terminant cette princesse Yusupova peinte par Serov, une princesse de la famille Yusupov, cette famille qui compte parmi ses principaux personnages l'assassin de Raspoutine, on a ici une peinture effectivement moderne avec un rendu très, très déployé de tous les atours qui fait penser à la peinture internationale du début du siècle pour des portraits arrangés, aménagés par un environnement. Mais c'est intéressant parce que ce Serov, c'est justement lui, c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui de ne pas l'oublier, qui a fait le portrait d'Ivan Morozov. Ivan Morozov, comme Shtukin par ailleurs, est un des grands collectionneurs russes qui a envoyé des émissaires repérer et acheter des tableaux en France ou en Italie ou en Allemagne et qui a choisi également d'acheter quelques-uns des ambulants. Donc c'est Serov ici qui a fait son portrait et c'est à cette collection Morozov qu'est consacrée l'exposition de cet hiver mise en question par le confinement. Oui, à la Fondation Vuitton. Alors, je voudrais, pour terminer, souligner l'omniprésence de Riépine, dont on parlera de plus en plus, parce qu'il est à la hauteur des plus grands, avec ici les Alleurs de la Volga. On ne l'attendait plus. La lettre envoyée au sultan par les Cosaques, la procession à Koursk, Saint-Nicolas et Moussorski. Et j'en passe. Je veux dire, des genres très variés qui font de ce peintre le représentant par excellence de la peinture russe, entre la tradition de l'icône et les avant-gardes. Les avant-gardes vont arriver. Ah oui, j'avais oublié. C'est encore lui qui a fait cet assassinat du fils d'Ivan le Terrible. Les ambulants manifestent finalement une rupture avec l'académisme pour un réalisme populiste, documentaire plus qu'engagé.
Ils ouvrent l'atmosphère claire du plein air local et révèlent l'ambiance de la Russie profonde. C'est une peinture chorale d'un collectif, pas de héros, mais disons d'un collectif qui manifeste le personnage principal. Ce sont des portraits psychologiques des grands et des humbles. Quand il s'agit de faire un portrait, c'est dans une très grande finesse, dans une observation psychologique très poussée. C'est enfin l'ouverture de la réalité russe à l'étranger, quand ces peintres sont invités, quand on les considère, qu'ils vont en Allemagne ou en Occident, en extrême Occident, ils révèlent un jamais vu, le paysage ou les situations donc de tel ou tel travail, de telle ou telle histoire, la réalité russe. Alors, on va aller plus loin, vers 1900, il y aura une réaction contre, c'est le style mosaïque s'inspire très nettement, enfin s'inspire en correspondance plus ou moins avec le puzzle et le style, disons, aussi mosaïque ou vitré de Klimt à Vienne. Voilà Vroubel, qui traduit un poème, enfin, un texte de Lermontov avec le démon assis, ou encore ici la princesse cygne d'après un opéra de Rimsky-Korsakov, et encore le séraphin à 6 ailes. Voyez ce style décomposé, puzzle, avec des couleurs variées qui s'étendent dans toutes les nuances et qui serait intéressant de comparer au style, à la production contemporaine de Gustav Klimt. On n'est plus du tout chez les ambulants. Et puis viendront les avant-gardes. Kandinsky, Chagall, Larionov et Goncharova qui travaillent longtemps ensemble, Malevich, les fondateurs de l'art abstrait, Kandinsky et Malevich, et dans les années 20, la réaction, le réalisme socialiste. Alors, le réalisme socialiste va aboutir à l'absurdité, c'est-à-dire à des travaux sur les stakhanovistes, les ouvriers vainqueurs et souriants. Les ouvriers effectifs ne sont pas aussi souriants et aussi efficaces. Mais c'est les ambulants qui sont les précurseurs de ce réalisme socialiste, par-delà les avant-gardes bannis. Et ce réalisme socialiste, sans doute, ne reprend pas le meilleur des ambulants, ils ne sont pas à la même époque, ils enjolivent la réalité, mais quelque part, il y a aussi un héritage des ambulants dans le grand cinéma russe, le grand cinéma social de Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Donskoy, ces grands cinéastes qui, au cinéma, avec d'autres moyens, reprennent plus ou moins l'idée du documentaire, même s'ils favorisent un certain idéal socialiste, enfin, ils montrent surtout les choses. Et ils sont les héritiers, peut-être pour le meilleur, des ambulants. Bien sûr, il faudra attendre longtemps pour retrouver une certaine liberté de l'art russe, mais les ambulants ont été à l'origine et il fallait bien sûr les célébrer. Il faudra que vous les considériez d'une certaine façon. Je pense que vous y arriverez mieux aujourd'hui et je vous remercie de votre attention.